L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Thomas Misraki, journaliste. Il est aussi adhérent de la DMD. Il publie Le Dernier Soir, c'est chez Grasset. Bonjour Thomas Misraki. Bonjour. Je me permets un mot avant de commencer pour expliquer pourquoi nous avons voulu vous inviter. On le sait, au sein de cette rédaction, cette interview va faire réagir, mais nous considérons qu'il est de notre devoir de faire entendre la variété des points de vue sur ce thème ô combien sensible de la fin de vie. Sur notre antenne, on a pu entendre des philosophes, des médecins, je pense notamment à Claire Fourcade, qui préside la Société de soins palliatifs en France, la voix des églises, notamment les églises protestantes et l'église catholique, qui insistent sur l'impératif de fraternité au soir de nos vies. La ligne éditoriale que nous sommes fixés pour traiter le sujet de la fin de vie consiste à entendre la pluralité des points de vue, à donner à penser le sujet dans sa complexité, pour comprendre aussi combien c'est un sujet clivant, intime. Cette précision faite, merci Thomas Misraki d'avoir accepté notre invitation. Vous avez accompagné dans ces derniers instants Jacqueline, figure médiatique défendant la légalisation du suicide assisté en France. Elle avait annoncé vouloir se donner la mort en janvier 2020 en Suisse. Finalement, elle a attendu avril 2022. Vous étiez avec elle dans ces derniers instants. A-t-elle eu peur devant l'échéance qu'elle s'était elle-même fixée ? Oui, elle a eu peur et je vais vous expliquer pourquoi elle a eu peur. Juste avant, deux petites précisions. D'abord, la mort concerne tout le monde, nous-mêmes, autour de cette table, mais aussi tous ceux qui nous écoutent. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. C'est dans cet esprit-là que ce récit a été écrit. Deuxièmement, moi je ne fais aucun prosélytisme. Chacun doit se faire son idée sur ce que sa mort sera, et c'est aussi dans cet esprit-là que ce livre a été écrit. Pour revenir à votre question, oui, et c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé chez elle. Elle avait peur. Elle qui avait préparé ce moment depuis des décennies, elle était prête pour partir. Et pourtant, dans ces dernières heures, lors de ce dernier soir, elle avait peur de mourir, elle avait peur de quitter la vie, et tout simplement parce que la vie est très forte. Quel a été votre rôle dans ces derniers instants ? Vous étiez à côté d'elle, c'est un petit peu par la force des choses. Vous avez reçu un texto le matin, vous vous êtes pointé chez elle, j'allais dire. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Je rentrais de reportage en Ukraine et je l'avais pas eu au téléphone depuis plusieurs semaines, donc je l'ai appelée pour prendre des nouvelles et elle m'a dit « c'est ce soir, est-ce que tu viens ?» Elle avait initialement prévu de faire ça en Suisse. Donc je lui ai demandé où elle était. Elle m'a dit je suis chez moi à Paris, je ne veux pas mourir ailleurs, je veux mourir au milieu de mes meubles, de mes bibelots, de mes photos, est-ce que tu viens ? Mais seule ou avec des gens ? Elle voulait mourir seule ou Elle était seule, seule avec moi. Donc je suis allé chez elle et c'est comme ça que ça s'est passé. Quel sentiment vous a habité ? Est-ce que vous étiez terrorisé ? Est-ce que vous étiez inquiet ? J'étais tout à la fois, bien sûr. J'étais inquiet, j'étais terrorisé, non, parce que c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé, qu'on avait intellectualisé. Donc je savais que ce moment allait arriver à un moment ou à un autre. Je ne savais pas que j'allais forcément y être, même si j'espérais y être. Après, vous me demandiez quel rôle j'ai joué. Moi, j'ai été un témoin passif de ses actions. J'étais là avec elle ce soir-là pour peut-être lui donner du courage et pour qu'elle ne soit pas seule. Je l'ai aussi confessé dans ces derniers instants, dans ces dernières heures. Elle m'a raconté beaucoup de choses de sa vie, des choses qui m'ont, moi, pour certaines, un peu choqué et perturbé, mais c'est aussi le rôle d'un ami. Vous disiez témoin passif. Pour autant, ce que vous avez fait là, vous risquez la prison. Pour non-assistance à personne en danger, 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Que vous dictait votre conscience ? Que pensiez-vous dans votre conscience à ce moment-là ? Ce soir-là, j'ai pensé en ami. J'ai pensé en fils adoptif que j'étais parfois pour elle, mais je ne veux pas me donner un rôle que je n'avais pas non plus. J'ai pensé en ami, tout simplement. Je voulais qu'elle soit le plus sereine possible dans ce qu'elle avait entrepris. Fils adoptif parce qu'elle avait des enfants ? Trois fils. Elle les avait prévenus que ce soir-là, c'était ce soir ? Non, elle ne les avait pas prévenus. Ils savaient en revanche ses projets, ils savaient que ça arrivait. L'un d'entre eux se doutait que ça pouvait être ce soir-là parce qu'il s'était parlé quelques heures avant et qu'il avait, je pense, compris. On en a un peu parlé après tous les deux et il n'a pas été surpris. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu égoïste de vouloir mourir seul, loin de ses enfants ? Parce que pour les enfants, ils auraient peut-être voulu accompagner leur mère ce soir-là, qui s'injectait cette potion létale ? Peut-être, c'est pas sûr. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a de l'égoïsme. On ne fait pas un enfant pour sauver la planète, on fait un enfant pour soi d'abord. On vit avant pour soi, même si on se soucie des autres et même si on fait beaucoup pour les autres,
une grande partie des choses qu'on fait dans nos vies sont des choses égoïstes. Là, en l'occurrence, effectivement, sa mort était égoïste. Elle voulait décider du moment de sa mort, et c'est pour ça qu'elle s'est suicidée de cette manière-là. Pour ses enfants, elle en avait beaucoup parlé avec eux. Ils n'étaient pas tous d'accord sur tout, mais il n'y a pas eu de surprise, je pense. Vous-même, Thomas Misraki, vous avez décidé de mourir aussi. Je crois que vous avez donné 75 ans, c'est ça? Oui. Plus ou moins quelques années? Ou il y a une date Non, l'objectif c'est 75 ans. Alors évidemment, si c'est 76 ou 77, voilà, je ne sais pas ce que la vie me réserve dans 23 ans. Mais... Vous avez une fille qui doit avoir 6 ou 7 ans aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites? Pour l'instant, je lui dis rien parce qu'elle est trop petite, elle est en CP et elle est loin de tout ça. Mais quand elle sera en mesure de comprendre, on en parlera. J'espère qu'elle l'acceptera. J'espère qu'elle acceptera que mes positions, si c'est le cas, soient différentes des siennes. Je suis son père, mais je suis aussi un homme à part entière. Voilà, j'ai mes idées, je fais mes choix et après ce sera une discussion entre adultes. Évidemment, j'espère qu'elle acceptera. J'aime ma fille. Elle vous donne pas envie de rester en vie? Elle me donne la force de vivre, ma fille. Mais je ne veux pas lui imposer non plus certaines choses. Je ne veux pas lui imposer ma fin de vie. Est-ce que vous-même, vous avez peur? Vous disiez que Jacqueline, que vous avez cette amie donc, qui est morte et vous lui teniez la main, avait peur au moment de partir. Est-ce que vous aussi, vous craignez la mort? Alors oui, je crains la mort. Elle n'avait pas peur au moment de partir. Elle avait peur quand je suis arrivé. Après, elle s'est mise dans une sorte j'aime pas ce mot, mais en mode combat, on va dire. Et elle a fait ce qu'elle devait faire. Je ne suis pas sûr qu'elle ait eu peur au moment où elle est partie. Je pense qu'elle était soulagée, qu'elle était heureuse. Elle est partie sereinement, sans souffrir. Elle s'est endormie et puis elle est morte. Est-ce que moi j'ai peur de la mort? Évidemment que j'ai peur de la mort. Qui n'a pas peur de la mort? Moi j'aime ma vie, j'ai une vie extraordinaire. Je suis très fier de ce que j'ai pu faire, même si c'est pas grand-chose. Et j'ai envie de profiter de cette vie. Je vais paraphraser une phrase célèbre. Moi j'ai envie de vivre jusqu'à ma mort. J'ai envie de profiter de chaque instant. Et je pense qu'il faudrait être fou ou inconscient pour ne pas avoir peur de la mort. Est-ce que c'est pas aussi l'expérience de notre humanité de savoir ni le jour ni l'heure? Oui, c'est l'expérience de beaucoup de choses, vous avez raison. Et encore une fois, ce que je vous ai dit en débutant cette interview, moi je n'essaie de convaincre personne. Je ne fais pas de prosélytisme, je pense que chacun doit avoir le choix en la matière. Alors après, attention, il y a une grande différence entre ce qui s'est passé pour mon ami et ce que je souhaite pour moi et le texte que l'association à laquelle j'appartiens demande. Ce qu'on demande, nous, c'est que les gens qui sont dans des situations de maladie irréversibles et incurables puissent mourir, puissent avoir recours à une euthanasie ou à un suicide assisté, ce qui n'est pas ce qui s'est passé dans le récit que j'ai fait. Puisque vraisemblablement, elle allait bien. Elle allait bien. Le président de la Fédération protestante de France, Christian Krieger, redoute qu'une telle évolution législative soit aussi motivée par des raisons économiques ou idéologiques, faute d'avoir les moyens du soin palliatif. C'est effrayant. C'est effrayant de dire des choses comme ça, mais je peux l'entendre. On a beaucoup à faire en France aujourd'hui en la matière. On peut faire et les soins palliatifs et proposer le suicide assisté. Les soignants disent qu'on ne peut pas le faire. Certains soignants disent qu'on peut le faire. 800 000 soignants. Alors, lorsque l'on regarde ce qui se passe à l'étranger, dans les pays qui ont adopté ce type de loi, que ce soit aux Pays-Bas en 2001, en Belgique ou en Suisse aux alentours de 2003, on a une petite expérience maintenant. Ouais. Il n'y a pas eu d'explosion d'euthanasie ou de suicide assisté. Les gens qui ont souhaité le faire le font, les autres ne sont pas forcément tournés vers la mesure. En Belgique, par exemple, désormais, c'est autorisé pour certains mineurs. Dans certains cas, on voit qu'il y a un élargissement graduel. Bien sûr, la loi évolue, les mentalités évoluent, et c'est le cas dans de très nombreux domaines. Ce sera probablement le cas dans ce domaine-là, même si en France, vous le savez mieux que personne, il y a beaucoup de réticences. Les soignants, d'ailleurs, s'opposent largement à l'euthanasie et au suicide assisté. C'est eux qui sont spécialistes de la fin de vie, puisqu'ils la voient tous les jours. Ceux qui travaillent en soins palliatifs, notamment, disent leur volonté de ne jamais être associés à cela, parce que pour eux, il n'est pas possible de soigner et de tuer. Vous le comprenez? C'est normal, je le comprends, c'est tout à fait logique. Une grande partie des soignants en France sont réticents, et c'est aussi pour ça qu'il faut ces lois, pour un encadrement, protéger évidemment... Pour forcer les consciences des soignants? Ah non, surtout pas forcer les consciences des soignants, et dans ce que l'on sait des ébauches de textes qui existent, les soignants seront protégés. C'est-à-dire que si un soignant refuse de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté, il aura évidemment le droit de le faire en toute conscience.
Est-ce que ça pose pas aussi la question de la place de la fragilité dans notre société? Comment est-ce qu'on accepte les personnes qui sont fragiles? Comment est-ce qu'on fait fraternité aussi pour venir en aide à la personne qui est à côté de nous? Le témoignage de Jacqueline, c'est aussi quelqu'un qui, quelque part, n'accepte pas sa fragilité. Bien sûr, vous êtes jeune, je ne sais pas si vous avez eu le temps ou l'occasion de passer du temps dans un EHPAD récemment, mais malgré le travail formidable qui est accompli par de très très nombreux professionnels, c'est difficile de terminer sa vie dans un EHPAD, c'est difficile d'y passer 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais est-ce que la je mort pense est qu'il y a la bonne beaucoup de gens qui souhaiteraient éviter d'avoir à affronter ça. Et donc on leur propose la mort? Non, on leur propose le choix. C'est un choix que l'on propose. On n'enlève rien à personne avec les projets de loi qui sont à l'étude. C'est un choix en plus. C'est strictement rien en moins. On ne force personne à aller vers ce choix-là ou à prendre ce chemin. Vous dites qu'on ne force personne, qu'on laisse la liberté totale, et pour autant, des soignants devront prescrire cette injection létale. Certains ne le veulent pas, certains veulent utiliser leur... Et d'ailleurs, non, il n'y aura pas d'obligation. Aucun vous êtes soignant... au courant de la loi? Non, mais parce que je vois comment les lois sont établies ailleurs, et il y a très peu de chances qu'elles soient différentes en France, ou que ce texte-là soit différent de ce qui se pratique ailleurs. Et ailleurs, en tout cas dans les autres pays européens qui ont adopté ces textes, il n'y a aucune obligation pour les soignants. C'est très important. C'est capital de protéger les soignants, de protéger les familles et de protéger ceux qui désirent mourir. Et pour autant, il y aura dans un même service des soignants qui pratiqueront ces injections létales et certains qui soigneront, ce qui pose quand même un problème, une confrontation. On ne peut pas et soigner et proposer la mort. Alors il y a le débat, vous savez, les soignants sont généralement des gens très intelligents, ils arrivent à se parler entre eux, ceux qui veulent faire certaines opérations peuvent le faire, ceux qui ne veulent pas le faire ne sont pas obligés de le faire. Et vous savez, dans d'autres lois similaires qui ont apporté des avancées sociétales, ceux qui n'ont pas voulu, je dis une bêtise, mais pratiquer un IVG ou se marier pour les couples de même sexe n'ont pas été obligés de le faire. C'est un peu la même chose. Je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable, évidemment. Mais voilà, la notion de choix est capitale. Merci beaucoup, Thomas Misraki, d'avoir été ce matin l'invité de la matinale. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Le dernier soir, c'est chez Grasset. Et je redis en un mot ce que j'ai dit en introduction. On sait que cette interview va faire réagir, mais on tenait, dans le cadre de notre traitement éditorial de la fin de vie, de donner la parole à toutes les opinions. C'était le cas ce matin avec vous. Je rappelle que vous êtes militant au sein de la DMD et vous publiez Le Dernier Soir, c'est chez Grasset.